Dans les mers du Grand Nord, l'Islande vient d'autre part de déposer une demande d'adhésion, moins par attirance pour l'Union européenne que par nécessité. Les 320 000 descendants des Vikings qui la peuplent ayant dû finir par reconnaître la faiblesse de leur système bancaire à la suite de la crise américaine des subprimes, mais voici tout d'un coup qu'ils découvrent l'inconvénient de trop s'en remettre à l'oncle Sam et les vertus protectrices potentielles de l'euro dans un rapport de force monétaire et financière où la couronne islandaise ne pèse rien par rapport au dollar. À nos limites orientales maintenant, sur plusieurs milliers de kilomètres, nous devons voisiner avec la Russie, qui à travers la toundra sibérienne s'étend jusqu'au Pacifique, la Bélarus, la Biélorussie, la Moldavie, l'Ukraine, la Moldavie ex-soviétique, enclavée, très pauvre, mais roumanophone, veut aller aussi à l'adhésion avec l'Union européenne. L'Ukraine elle-même est à cet égard écartelée. C'est russophone, 40% de la population à l'est du pays, essentiellement, donne la priorité à la Russie. Contrairement à leurs compatriotes proches des frontières polonaises, la majorité de la population. Et puis, dans le Caucase, la Géorgie déclare avoir les mêmes aspirations que la majorité ukrainienne, son gouvernement ayant eu maille à partir avec le Kremlin à la suite des empoignades afghazes et ossètes qui ont marqué le cours de l'année 2008. Tout reste à construire avec notre grande voisine russe, qui s'adapte lentement à un niveau de processus démocratique satisfaisant. Elle le fait, et c'est lent, c'est difficile, et l'affaire de la Tchétchénie nous l'a rappelé. Un accord de partenariat est en cours de négociation entre Bruxelles et Moscou. Cet accord est d'autant plus souhaitable que nous sommes substantiellement dépendants des grands Russiens pour nos approvisionnements en pétrole et en gaz, alors que, quoi qu'on en dise, l'Union européenne n'a pas véritablement de politique énergétique commune, cohérente, chaque État s'arrangeant au mieux de ce qu'il estime être ses propres intérêts avec les pays producteurs les plus divers. Deuxième étape majeure, la construction nécessaire de l'autorité politique européenne. Nous nous étendons largement sur la question dans ce livre pour démontrer que, malgré les progrès accomplis, nous avons été incapables jusqu'ici, même si l'ordre institutionnel européen déjà en place représente en quelque sorte sa préfiguration, nous avons été incapables d'y aboutir. Si le traité de Lisbonne est ratifié, je dirais enfin ratifié, il nous faudra tout d'abord digérer cette ratification, en commençant par la désignation d'un président de l'Union européenne dès cet automne, ou au plus tard, le 1er janvier de l'année prochaine, sous présidence suédoise, donc au début de la présidence espagnole, et pas seulement, comme on le donne à penser à la lecture de la presse, un Barroso 10 bis pour présider la Commission européenne. Mais très vite, croyez-moi, sous la pression des événements qui bousculent la planète, le traité de Lisbonne montrera, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, ses limites. L'idée qu'il nous faudra construire une autorité européenne centrale, forte autour de quelques États clés, dont nécessairement l'Allemagne s'installera dans les esprits, un peu comme ce fut le cas quand il s'est agi d'instituer l'euro avec un nombre restreint de pays de l'Union. Certes, nous n'en sommes pas encore à ce stade, mais nous devons préparer les esprits à des choix décisifs pour l'avenir de notre pays et du continent. Si, autre hypothèse, le traité de Lisbonne capote sur un dernier accident de parcours, le raisonnement que nous venons de tenir ne changera pas substantiellement, puisque le dit traité ne remet pas en cause, sinon à la marge,
les droits régaliens qu'exercent les États membres de l'Union européenne en matière de politique étrangère et de défense, malgré l'existence sur le papier, et déjà un peu dans les faits, d'une politique extérieure et de sécurité commune et d'une politique européenne de sécurité et de défense qui améliore les instruments de coopération déjà mis en œuvre par les précédents traités. En dernier lieu, l'Europe doit avoir pour objectif permanent de se consolider la défense de ses intérêts et de son identité face aux avancées d'une mondialisation galopante. La montée aussi en puissance d'États continents de plus d'1 milliard d'habitants chacun, comme la Chine et comme l'Inde, même si les États-Unis demeurent en effet dans la société internationale de nos jours la première puissance, demeure encore la première puissance économique, financière, monétaire avec le dollar malgré la montée de l'euro et du yuan, la première puissance technologique, stratégique et en définitive politique, des événements récents que nous venons de vivre tendent à relativiser la superpuissance qu'ils ont incarnée au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Nous parlons en Europe de souveraineté partagée. Les États-Unis, quant à eux, ont de plus en plus besoin d'un partenariat partagé pour assumer toutes les obligations internationales qui sont les leurs, alors qu'ils doivent faire face à des changements importants au sein même de leur propre société, de la société américaine. Le fait qu'un des deux commandements stratégiques de l'OTAN vient d'être confié pour la première fois à un Européen, en l'occurrence Gérald Francis-Abrial, est dans cet ordre d'idées significatif. Mais l'évolution des rapports euro-américains qu'on croit discerner avec la présidence Obama ne sera durable que si elle est équilibrée. Et pour qu'elle soit équilibrée, il faut que notre Europe, toujours en quête d'elle-même, si je puis dire, s'assume enfin pleinement dans un projet de société fédérale ayant valeur de référence pour nos contemporains. Disant cela, je n'ignore pas que je prends le risque de déranger certaines habitudes confortables, et pas seulement dans les cercles habituels de l'euroscepticisme, comme le disait l'écrivain René Char, tant pis, ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Merci.